Dans les années 1950, et sur les conseils de Georges Guyonnet, archiviste, et de Jean Daquin, tous deux disparus, l'équipe des cinéastes amateurs de Gagny entreprirent de reconstituer l'histoire de notre cité. Un nombre assez important de volumes et de renseignements que possédait Georges Guyonnet concernant notre région permettait ainsi de nous documenter d'une façon très précise sur la vie et l'histoire locale de Gagny. Nous sommes dans la bibliothèque de notre historien, au milieu de ses souvenirs et des volumes qui lui étaient chers. L'historien Camille Jullian disait « L'histoire locale est sans doute la seule qui soit une résurrection. Oui, l'histoire de nos villages est bien une résurrection, parce que c'est l'histoire des humbles qui les habitèrent, de nos tavins, comme on appelait les paysans d'ici. Je conserve pieusement de précieuses reliques de nos paysans d'autrefois, et lorsque j'ai longtemps travaillé au milieu des choses que j'aime, il me semble qu'elles s'animent et me remercient de faire mieux connaître celles qui les ont aimées, qui ont vécu dans les lieux où nous vivons. Alors, ce ne sont plus de froids documents d'archives qui me guident, ce sont ceux-là même qui ont possédé ces chemins peinés pour les acquérir. Et avec un infini respect, je les suis dans leur vieille demeure et je les écoute évoquer leurs souvenirs. Et c'est ainsi que notre historien nous fit revivre un moment l'histoire du village de Gagny. Et il se rendit à la ferme du Père Aubry, rue de Franceville, une dernière ferme existant encore aujourd'hui. On peut encore la voir de nos jours au 46 rue de Franceville, la ferme de la Maison Guyot. Puis, en ce temps-là, la rue de Franceville, c'était un peu la province. L'herbe qui poussait sur les trottoirs, quelques rares voitures, cela donnait une note campagnarde à notre région. Bien se nourrir chaque jour n'était guère un problème en ce temps-là. Légumes et fruits de la récolte composaient le menu quotidien des paysans. Puis notre ami parut derrière la porte de Madame Aubry. Et là, avec beaucoup de gentillesse, la paysanne lui ouvrit sa porte. « Entrez, lui dit-elle. » Et ils bavardèrent longuement.
Merci, c'est bien gentil à vous, dit-elle, de venir bavarder avec nous. Mais vous savez bien plus de choses dans vos papiers qu'il y en a dans nos vieilles têtes. Il lui répondit qu'un document c'est figé, ça s'adresse à l'esprit mais pas au cœur. Je n'ai jamais trouvé d'acte ou de titre qui me parle du vin de Gagny comme vous savez le faire, mère Aubry. À cet instant, le père Aubry, qui venait de travailler au champ, entra. Il tenait dans sa main sa fourche à 3 dents, ainsi que sa houe à vigne. Il lui fit remarquer que ces instruments étaient tous usés à force de servir, et que l'on devait labourer des longues journées avec ces outils, et que le soir on souffrait de courbatures. Il sortit et il fit une démonstration de sarclage des vignes comme autrefois. En somme, c'était un travail harassant que de cultiver la vigne à Gagny. D'après les documents anciens, celle-ci poussait sur le versant de Montguichet et fournissait un petit vin de table, paraît-il, sans prétention. Et dites, il faut que je fasse le tour de mes champs, dit le père Aubry. Vous venez avec moi et nous bavarderons en route. Ils montèrent tous sur la voiture. Ne sont-elles pas infiniment touchantes, ces vieilles maisons groupées autour du clocher? Comme ces toits moussus sont pleins de poésie, que de mystères charmants ou douloureux doivent se cacher dans toutes ces vieilles demeures, que de sonneries joyeuses ou tristes se sont égrenées du haut de ce clocher, que de baptêmes, que d'unions, ou bien que d'enterrements ont été marqués par la grande voix du bronze. Et quelles choses touchantes, ces demeures serrées les unes contre les autres autour de leur cour commune, comme on vivait serré autrefois, pour reprendre une vieille expression. Quel sens social il fallait avoir pour vivre ensemble, côte à côte, dans ces maisons pressées. Et que de mystères, que d'intimité, que l'on ose à peine effleurer, que de joie, que de deuil se cache derrière tout cela. Le château n'a pas beaucoup gagné d'être transformé en mairie. Quel bel homme c'était Monsieur de Laugier-Villars et qui tenait le château en héritage. Ce qui est amusant dans l'histoire de cette maison, c'est qu'elle ne fut jamais la demeure seigneuriale de Gagny. Dans le parc qui s'étend encore derrière l'ancienne demeure, on trouve de vieux coins charmants. Ils sont menacés, hélas, par l'urbanisation qui gagne. La véritable demeure seigneuriale s'étendait plus loin. Le boulevard Saint-Dizier marque l'emplacement approximatif des parterres disparus et qui furent, dit-on, dessinés par le nôtre. Cette belle propriété abandonnée avait été aménagée par un maître d'hôtel ordinaire du roi
M. Dominique de Ferrari, qui aménagea splendidement sa maison. On venait de très loin alors pour visiter le château de Gagny et ses jardinages, qui faisaient les commentaires de tous les chroniqueurs. Mais le temps a passé, le parc de M. de Ferrari a été loti, et il en reste aujourd'hui cette grande parcelle promise elle aussi à un prochain lotissement. Ce qui fait aujourd'hui la gloire de l'histoire moderne de Gagny, c'est le départ des taxis de la Marne. Savez-vous qu'il fut un temps question d'appeler Gagny Gagny les taxis? Et il a semblé préférable de conserver dans les armoires de la ville le souvenir de ces pauvres voitures brinque-ballantes. Malheureusement, ces tristes demeures se font de plus en plus rares. Le village s'urbanise, le lotissement est presque toujours la mort des parcs de la banlieue. Cela a été le cas pour celui de la Maison Rouge. Oui, si les grands couturiers parisiens, les sœurs Boué, ne l'avaient pas ramassé en temps utile, la demeure y passait comme les autres. Hélas, Maison Rouge est à nouveau menacée. Cependant, il faudrait bien conserver cette maison toute chargée d'histoire et qui garde encore de si beaux restes de sa splendeur passée. Après la Révolution, Maison Rouge revient un moment aux mains des d'Orléans. Le roi Louis-Philippe lui-même, qui en est acquéreur pour loger un de ses vieux aides de camp, le général de Rumigny. Il est certain qu'autrefois les Maisons Rouges étaient des relais d'étape, des sortes d'hôtelleries sur les voies romaines. Et il est certain que l'on ne sait rien du lointain passé. À partir du XVIIIe siècle, on connaît son passé dans les moindres détails. Et c'était une belle gentilhommière enclavée dans la forêt de Bondy et entourée de fossés pour la préserver de l'envahissement du gibier. En 1675, la duchesse de Chevreuse, la célèbre héroïne de la Fronde, vint se retirer à Maison Rouge. Elle avait été une des plus belles femmes de son temps. Maison Rouge était une riche demeure magnifiquement meublée qui un jour, au moment de la démolition du château, fit la joie des brocanteurs. Mais de grandes couturières de Paris achetèrent Maison Rouge et reconstituèrent le parc parcelle à parcelle. Et puis le temps passe encore très vite. Voici les guerres, les nouvelles guerres, d'autres guerres, celles d'hier, celles que nous avons connues, avec ses horreurs et ses crimes sans nom. Et lorsque les armées alliées arrivent à Gagny, lorsque le drapeau flotte à nouveau sur la mairie, les FFI occupent un moment le château, c'est l'euphorie de la victoire. Mais la vieille demeure est blessée dans sa chair, le parc est saigné à blanc, et les murs qui abritèrent tant de jours heureux clament leur pathétique souffrance. Puis le père Aubry suggéra d'aller voir son champ. Il savait qu'il fallait passer par Maison Guyot pour se rendre au Chênay à quelques kilomètres.
Et à nouveau, nous retrouvons nos paysans qui nous mènent dans les chemins d'autrefois. Oui, ces chemins avec leurs grands arbres disparus. Et puis dans le haut, avec tout au bout la croix Saint-Siméon, où toute la paroisse autrefois montait le jour des rogations. Les gens qui habitèrent Gagny autrefois, certains paysans, avaient des noms comme Aubry, Marlin, Molin, Gardebled. Et certains avaient des surnoms tels que Pâte à l'oseille, Ventre d'osier, Rase-terre. Et puis nous retrouvons encore les vieilles maisons d'autrefois, vieilles maisons solides, quoique bâties en matériaux assez pauvres, la pierre à plâtre, qui a fait sa richesse durant un temps. Maison sans luxe, mais confortable chose. Nos paysans virent aussi en leur temps la construction des chemins de fer. La gare de Gagny n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Non, ce fut une petite gare toute simple, avec un portillon de chêne et une cabane pour attendre le train. Et puis elle fut transformée et devint ensuite ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis nous voici maintenant au château du Chêne. À cette époque-là, ce château appartenait encore à monsieur le baron Roger. C'était une belle demeure avec un joli parc, et puis une ferme derrière, où on venait de loin chercher le lait et le fromage. Devant le château s'alignait une rangée de marronniers qui couraient jusqu'à la route de Paris. Mais revenons au centre de la ville, là où s'élève encore aujourd'hui le parc Courbet. Les belles propriétés normandes qui autrefois appartenaient à monsieur Bachet, directeur du journal L'Illustration, de nos jours disparu. En ce temps-là, il faut dire que monsieur le baron Roger était très attaché à la propriété et s'évertuait à convaincre les paysans de Gagny, qui possédaient quelques arpents de terre ou bien de vignes, à les lui céder pour grossir son domaine, instinct de la propriété. Et c'était très souvent de longs marchandages devant un verre d'alcool, quelquefois en échange de bijoux pour une parcelle de terrain, et c'était très souvent gagné par monsieur le baron.
Comment pourrait-on parler de la famille Bachet sans parler d'une de ses grandes amies, la famille Brisson? C'est au début du siècle qu'ils vinrent à Gagny, d'abord en estivant, puis achetèrent la propriété sise aujourd'hui, avenue Léon Brie. Adolphe Brisson, l'époux d'Yvonne Sarcey, la bonne cousine Yvonne, a longtemps séjourné dans cette maison. Il y a écrit un nombre considérable de ces chroniques parisiennes, toutes pétillantes de saveur. Et ce ménage de gens de lettres recevait là le tout Paris de l'époque. Personnages pittoresques, pleins d'esprit, étranges, bigarrés, dont certains sont restés de grands noms de l'histoire d'hier et l'histoire d'aujourd'hui. Sur la pelouse de la propriété Monet-Sully lançaient Océanonox aux étoiles. Des peintres, des artistes, des sculpteurs se côtoyaient dans cette maison. On y venait même en automobile, à l'époque où l'automobile était une rareté. Le fils des Brisson a confié ses souvenirs dans un livre charmant, et il est profondément émouvant de retrouver le Gagny de la belle époque dans ces pages toutes pleines de poésie. Lorsque le vent d'automne souffle et balaie les feuilles dans les allées, j'aime à hanter cette maison qui fut si vivante. Les pierres semblent parler, les vieux arbres se souviennent-ils de ceux qu'ils ont vus passer? Mais le prince des soirées Brisson, c'était l'exquis Reynaldo Hahn, et avec un peu de coquetterie, il se faisait prier pour gagner le piano, son verre de fine à la main, s'asseyait, préludait, et sous ses mains divines, l'ivoire semblait s'animer, les cordes vibraient. Ah, si l'on pouvait retrouver, ne serait-ce qu'un seul instant, l'écho de tristesse de Chopin, interprété par Reynaldo Hahn. Des tentures délavées, des papiers peints qui pendent, l'araignée qui s'installe. Voilà tout ce qui reste d'une demeure vivante, d'une chambre tiède et parfumée. Où sont les cris d'enfants jadis? Où sont les échos de la maison des pianos? Douceur du rêve, charme indéfinissable des choses mortes. Et puis la Maison Blanche, avec son château et son domaine tout autour, aujourd'hui morcelé, que de lointains souvenirs.
Venez, promenons-nous autour de son étang, que nous avons bien conservé, convenez-en. Au XVIe siècle, on commence de trouver traces de Maison Blanche, qui est un fief des bénédictins de Saint-Maur. 200 ans plus tard, les terres de Maison Blanche totalisent 200 hectares, et c'est là qu'on élève une charmante jeune fille, Angélique de Froissy, fille naturelle du régent. C'est là aussi que la douce Angélique épouse, le 13 septembre 1718, en la vieille église de Gagny, le comte Henri-François de Ségur, ancêtre de la célèbre comtesse dont les romans enchantèrent notre enfance. Les plus grands noms se lisent au bas de l'acte de mariage conservé dans les archives de la ville. La propriété passa aux mains de différentes familles bourgeoises, les Cartier-Bresson notamment. Auparavant, toutes sortes de personnages avaient possédé Maison Blanche, entre autres un nommé Nicolas de la Pomme. Ce bonhomme aimait à jouer les grands et il avait sa chapelle particulière. L'église de Gagny en ce temps-là menaçait ruine et elle fut démolie. Le curé du pays, l'abbé Rapine, fit des pieds et des mains pour reconstruire la présente église en 1839. À quelques pas de l'église, la rue Henri Maillard, qu'on appelait alors la rue Merdeuse, excusez l'expression, recèle des bâtiments bien curieux qui sont ceux de la cité paroissiale. Dans les cours où les enfants rient, chantent et dansent, se retrouvent les portes austères fermées d'énormes verrous, vestiges de l'époque où ces bâtiments abritaient la gendarmerie nationale. Et puis c'est la grande place du village, la place du Baron Roger, où se déroulait autrefois la fête patronale. Ce sont les rues que nous connaissons bien et qui changent à vue d'œil. Voilà ce qu'est l'histoire de nos villages. Je n'ai ni le goût morbide des choses mortes, ni la recherche d'arguments pour condamner le présent et redouter l'avenir. L'histoire est forgée avec amour sur les documents et les mémoires fidèles pour retrouver la vie des gens d'autrefois. Leurs travaux, leurs souffrances et leurs joies constituent un héritage sacré et notre tâche consiste à transmettre ces biens à ceux qui nous suivront. Il ne s'agit point de gémir sur ce qui fut, mais de le rattacher à ce qui sera. Préparons les générations futures, assurons les pépinières qui replanteront, et surtout, ne laissons pas la ruche sans abeilles. Préparons les générations, élevons nos enfants dans les belles traditions, et au soir de notre vie, nous pourrons regarder fièrement le beau visage de nos anciens. Car nous aurons forgé à leur image virile et forte les générations jaillies de la France d'hier et qui écriront l'histoire de la France de demain.